Cette émission vous est présentée par le groupe RD-IMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission des Murmures du Lac Immobilier Histoire toujours sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1 FM en direct comme à notre habitude pour cette dernière émission de la saison puisque voilà on approche les périodes estivales, on aura plaisir à se retrouver début d'année en janvier bien sûr pour la reprise de l'émission. Alors aujourd'hui on vous a préparé cette émission sur un sujet qui nous tenait à cœur puisque en tant qu'agent immobilier, voilà, on a une problématique du quotidien qui est à savoir estimer les biens immobiliers. Donc naturellement, on a préparé ce thème, tout savoir sur les estimations immobilières, pour vous donner les clés de cette étape primordiale dans tout projet immobilier. Pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sarah Ficarelli, donc qui nous a rejoint cette année en tant que négociatrice immobilière sur le secteur Aix-les-Bains, bassin annécien, les deux Savoies un petit peu en général. Bonjour Sarah, merci de ta présence. Bonjour Romain et bonjour à tous. Top. Et puis alors avant d'enchaîner, on pouvait pas couper à l'information puisque voilà, on est quand même des footeux un petit peu ici. Donc félicitations à notre belle équipe de France qui se qualifie en finale. J'ai failli faire une émission sur le foot, puis je me suis dit quel est le rapport avec l'immobilier? Il y en a pas, mais c'est pas grave, on est content, on est en finale, on est heureux de ça. Bravo à l'équipe du Maroc aussi pour ce joli parcours et puis rendez-vous tous devant notre poste de télévision dimanche 16h. Perso, j'ai regardé les billets d'avion pour aller au Qatar et les prix de la Coupe du Monde. Bon, c'était pas. Il faut que Jean-Pierre m'augmente pour que je fasse ça. Mais voilà, on sera derrière nos écrans et de tout cœur avec eux. Alors revenons à nos moutons, ou plutôt à nos estimations. Exactement. Sur le sujet du jour. Exactement. Donc voilà, tout savoir sur les estimations immobilières. Vaste sujet, mais qu'on maîtrise, j'espère, assez bien, puisque c'est vraiment quelque chose, une étape importante dans nos métiers. Alors, on va commencer par le début, bien sûr. L'estimation, donc voilà, point de départ de tout projet immobilier. Déjà, dans quel cadre, pourquoi faire estimer son bien? Pourquoi a-t-on besoin d'une estimation? Est-ce que tu peux, Sarah, justement, aller nous introduire un petit peu déjà les motivations, les raisons de ce type de projet? Oui, alors, tout à fait, effectivement, il y a plusieurs raisons à faire une estimation immobilière aujourd'hui. Donc, la plus simple, on va dire, peut-être le schéma le plus classique, vous avez un projet de vente. Donc, ce projet de vente, il peut être lié à différentes raisons. Vous avez une mutation professionnelle, vous changez de région à titre personnel, vous avez peut-être, alors un sujet peut-être un petit peu plus triste, mais vous êtes en phase de divorce. Voilà, il y a différentes raisons. On va dire la plus classique, effectivement, c'est le projet de vente, on va dire basique. La deuxième chose, ça peut être dans le cadre d'une donation. Alors la donation, c'est quoi? C'est un acte par lequel vous allez transmettre de votre vivant gratuitement la propriété d'un bien à une autre personne. Donc vous pouvez faire une donation à la personne de votre choix, bien évidemment, et ce contrat, il va offrir également certains avantages fiscaux. Donc l'intérêt, effectivement, de faire des estimations, c'est que on va vraiment pouvoir valoriser le bien à une valeur vénale, une valeur de marché, c'est-à-dire une valeur à l'instant T, on va dire, ou l'année du moins de la donation, qui va vous permettre effectivement de faire d'importantes économies d'impôts. Donc ça, c'est vraiment dans le cas d'une donation. Ensuite, vous allez avoir peut-être le cas d'une succession. Alors encore une fois, on n'est pas sur les sujets les plus sympas, mais ça reste évidemment dans un cadre qu'on peut voir nous passer régulièrement. Du quotidien, c'est des étapes de la vie, effectivement, où nos parents, nos grands-parents décèdent et ils sont propriétaires de leur appartement, de leur maison, et naturellement, il va falloir valoriser ces actifs pour pouvoir effectivement régler ces successions. Oui, tout à fait. Je fais un petit crochet, d'où l'importance on avait déjà fait cette émission avec, on salue Maître Laurent Reynaud sur justement optimiser ces successions. Et c'est vrai qu'on insiste aussi sur le fait que voilà, les donations de son vivant, comme tu le soulignais, optimisent, favorisent la transmission de son patrimoine. Et plus vous anticipez, plus quand le temps passe, vous avez bénéficié davantage et vous avez transmis votre patrimoine effectivement à vos enfants. Les biens maintenant valent relativement cher. Si vous anticipez pas, alors il y a des plafonds, c'est en partie gratuit, mais dès que vous passez quand même des seuils de valorisation, il y a quand même un petit peu d'impôt sur ces donations-successions. Mais plus vous anticipez, et plus effectivement la donation, on pourrait dire que c'est la pré-succession, vous avez préparé le terrain, et quand arrive la succession, voilà, il y a déjà du bien qui a été fait, et vous pouvez transmettre un petit peu plus facilement votre patrimoine, et surtout les enfants peuvent conserver, la famille peut conserver certains biens immobiliers qu'ils souhaiteraient conserver.
Tout à fait. Et puis à noter aussi que dans le cadre d'une succession, vous avez quand même vous l'obligation légale qui va être imposée par l'administration fiscale, effectivement, d'avoir une estimation qui va être encore une fois basée vraiment sur une valeur vénale, dont une valeur de marché. Alors tout vient en fait qui va être supérieur à 5 000 €, donc qui correspond évidemment à la majorité des biens aujourd'hui. Donc voilà, dans ce cadre, effectivement, vous allez peut-être faire appel à votre notaire, si vous avez un notaire de famille par exemple, ou un agent immobilier qui sera là, même vraiment pour vous épauler dans le cadre d'une succession, pour comprendre aussi l'intérêt familial et peut-être pour vous aiguiller au mieux sur une valeur marchande et voilà, peut-être vous donner aussi les clés pour la suite. Voilà, c'est un peu notre métier au jour le jour. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de préciser pourquoi il y a cette obligation. C'est à partir du moment où on valorise des actifs qui sont assez importants, vous vous doutez bien que l'État a son mot à dire, dans le sens où il y a des taxes assez importantes, et être taxé sur un bien qui vaut 100 000, c'est pas le même montant que si votre bien vaut 500 000, et l'État veut s'assurer que la valorisation est la bonne, pas à l'euro près, mais voilà, sur un pourcentage réduit de marge de considération. Il faut que cette valeur soit la plus juste possible. On peut aussi avoir tout simplement l'envie de savoir combien vaut sa maison, son appartement, faire le point à un moment donné dans sa vie en disant j'arrive à un moment de ma vie où mes enfants, tu le disais tout à l'heure, les raisons un petit peu on peut avoir ce désir d'agrandissement ou de réduction de son foyer. On peut dire mes enfants sont partis, je me sens seul dans ma grande maison, est-ce que ça vaut le coup de la vendre ou pas, où j'en suis. Donc on a aussi des demandes ponctuelles qui sont pas motivées par des choses. Alors je fais une autre petite parenthèse, c'est vrai que tu l'as dit, succession, divorce, c'est des choses un peu négatives de la vie, mais c'est vrai que nous ça représente une partie importante de nos dossiers, puisque c'est les divorces, il y en a un certain nombre, des décès il y en a également, des donations aussi, mais on peut avoir quand même des demandes positives ou simplement heureusement. ou simplement les gens veulent changer de région ou passer d'un appartement à une maison. Ça aussi c'est des choses qu'on a souvent. Justement, on prend l'exemple d'un jeune couple, un enfant, 2 enfants, ils ont déjà eu acquis un appartement il y a quelques années, ils ont fait un petit peu de plus-value, ils se disent on a une situation stable, c'est le bon moment pour switcher d'appart à maison. Donc il y a un petit peu toutes ces raisons qui nous font effectivement estimer des biens immobiliers. Alors maintenant on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail. On a pour habitude de dire dans le milieu que l'estimation est vraiment une étape essentielle, une étape primordiale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement pourquoi c'est si important de faire estimer, bien estimer son bien? Alors, comme tu le disais, effectivement, c'est évidemment une étape qui est primordiale pour tout projet immobilier. Il faut savoir qu'on a quand même 80% des biens qui sont estimés au juste prix, donc avec une vraie valeur de marché, qui vont se vendre rapidement. Alors rapidement, sur des délais moyens qui vont être entre 4 et 8 semaines environ. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais globalement, vous êtes sur cette fourchette-là. Donc l'intérêt, c'est qu'évidemment, quand vous surestimez votre bien, le risque, c'est qu'on ait un bien qui reste longtemps sur le marché, qui peut mettre un peu en porte-à-faux vos projets professionnels ou personnels. Vous avez peut-être vous-même réinvesti déjà dans une maison ou un appartement, et puis vous avez quand même l'obligation, vous, de vendre assez rapidement votre bien. Donc il faut toujours faire attention de ne pas surestimer son bien, évidemment. Comme tout vendeur, on a envie de vendre son bien le plus cher possible. Comme tout acquéreur, on a envie d'acheter son bien le moins cher possible. Donc il faut quand même trouver un compromis au milieu, et puis justement d'être basé sur des compétences professionnelles. Ça peut vous amener effectivement à avoir une estimation au plus juste, et puis pas se rater, surtout. Donc il va y avoir une première étape qui est la plus importante, c'est l'analyse du marché. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même, que tout vendeur d'ailleurs fait soi-même. Donc vous allez faire quoi? Vous allez peut-être aller voir sur les différents sites immobiliers. Alors Le Bon Coin, Se Loger, Logique Immo, Bien d'ici, etc. Il y en a quand même pléthore. Et puis vous allez regarder, vous, à peu près sur des comparatifs de biens qui peuvent correspondre peut-être aux vôtres. Alors, attention toutefois, effectivement, puisque votre maison ou votre appartement correspondra jamais exactement à celui du voisin. Donc, il faut toujours quand même prendre un petit peu de recul par rapport à ça. On a 2 outils qui peuvent être importants, qui peuvent être utilisés, qui peuvent vous aider surtout à faire une première étape d'estimation en dehors des agents immobiliers classiques.
Donc le premier, c'est que vous avez un site qui s'appelle impôts.gouv.fr. Je pense que tout le monde le connaît. Hein. Vous avez donc vos accès. Hein. Vous mettez votre identifiant, votre mot de passe, et puis vous allez rentrer sur un onglet qui s'appelle Autres services. Sur cet autre service, vous allez pouvoir rechercher toutes les transactions immobilières qui ont eu lieu on peut remonter, il me semble, jusqu'à 2014. Donc on peut remonter loin. Pas forcément d'intérêt de remonter jusqu'à 2014, évidemment, puisqu'on a un marché qui est quand même assez dynamique, et donc se fier aux 2 dernières années suffira. Mais ça vous permet effectivement de rentrer un peu tous les critères de sélection. Donc vous allez pouvoir rechercher une maison, appartement, un immeuble de rapport, éventuellement un terrain, mettre sa superficie, peut-être regarder le nombre de pièces, et puis la zone géographique, hein, qui est peut-être le critère primordial. Donc, on va pouvoir regarder sur une zone géographique qui est autour de votre bien, et puis s'écarter peut-être de 500 mètres, 1 kilomètre, 2 kilomètres, et voir a priori sur des critères similaires, entre guillemets, similaires, sur un prix de marché. Donc ça, c'est un premier outil qui est assez facile, que tout le monde peut faire. Alors, bien sûr, nous, en tant qu'agent immobilier, on a d'autres outils qui sont un peu plus sur de l'expertise immobilière, hein, mais voilà, en tant que particulier, vous pouvez vous servir de ça déjà. Et puis surtout, on peut faire une précision pour la bonne compréhension de nos auditeurs, c'est qu'on a le marché apparent et le marché des ventes passées. C'est surtout ça où le impôt.gouv a plus de pertinence pour nous qu'analyser simplement les offres immobilières, parce qu'une offre immobilière, ça reste un produit qui n'est pas vendu. Donc prenons un exemple bête, l'appartement est affiché à 250 000 euros. Quelle est la pertinence de cette information? Bon, ça donne une info, mais cet appartement, il est pas vendu. Peut-être que le lendemain, vous verrez plus cette annonce, vous allez vous dire, bah tiens, il est parti à 250. Alors peut-être que non, il a été négocié, il est peut-être parti à 235, 220, 245, on sait pas. Et par contre, cet espace impôt.gouv va référencer les ventes passées. Donc c'est relié au service des hypothèques de France. On a vraiment des références, les notaires publient anonymement, entre guillemets, il n'y a pas les noms, hein, on ne sait pas qui est propriétaire, mais voilà, vous avez l'adresse, vous avez effectivement, ça peut même aller jusqu'à l'étage de l'immeuble. Donc tiens, on sait que rue de Genève, au 2e étage, au 250, le T2, c'est vendu tant. Donc bon, on a quand même bien ciblé le truc. Et ça, c'est une référence qui a de la valeur, puisque c'est quelque chose qui est passé. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a un autre outil qui est sympa, si tu peux nous dire un petit mot là-dessus, sur Etalab, également, qui complémente un petit peu comment on pourrait dire, ces moteurs de recherche publics, hein, finalement. Oui, tout à fait. Alors, qui est un peu similaire dans l'approche. Vous avez à peu près les mêmes critères de sélection. Alors, c'est un petit peu plus visuel, hein. Là, on est plus sur c'est un peu plus moderne. Voilà, c'est un peu plus moderne. On est plus sur de la cartographie. Donc là, c'est pareil, hein. Vous allez soit rentrer une adresse directement, donc votre adresse en l'occurrence, ou celle de votre voisin, si vous avez envie d'étudier à peu près la valeur marchande de la maison de votre voisin, par curiosité. Et puis vous allez pouvoir soit rentrer une parcelle cadastrale. Voilà, vous rentrez votre numéro de parcelle, et puis vous allez voir effectivement sur cette cartographie tout ce qui a été vendu. Donc on remonte également sur les 4 dernières années. Donc comme le disait Romain, sur des actes notariés, hein, donc des ventes qui ont déjà été actées, réalisées. Voilà, il n'y a pas de débat sur la valeur, quoi. Voilà, c'est ce qui a été réellement vendu. Donc il peut toujours y avoir un delta effectivement entre les prix affichés et les prix vendus, parce que on parle de cette fameuse marge de négociation, hein, qui peut rentrer en jeu. Donc effectivement, Etalab, c'est le deuxième outil qui vous permet de vous faire aussi votre point de comparaison si vous avez un bien que vous souhaitez mettre en vente. Donc c'est assez simple. Après, en tant qu'agent immobilier, nous on a une vision qui est plus complète évidemment, hein, puisque on va être complètement terre à terre. On est assez objectif dans l'approche qu'on peut avoir. On a, nous, une connaissance du marché pour être chez vous, hein, tous les jours, évidemment. Nous, on fait des estimations tous les jours, mais on a aussi une perception du marché acquéreur qui est assez importante finalement, parce qu'on arrive à peut-être joindre ces deux mondes. Et de savoir que quand on va visiter un bien, on sait peut-être déjà quel profil, quel type d'acquéreur on va pouvoir mettre en face. Et ça, c'est assez important parce que du coup, ça nous permet aussi de déterminer le bon prix au bon moment sur la bonne période. Voilà. Exactement. Alors là, vous l'avez compris, c'était un peu les outils généraux qui balayent donc ces valeurs. Donc se référencer au marché apparent, ce qu'on appelle le marché apparent, c'est les produits en vente. Voilà, c'est un premier indice qui quand même donne une tendance, et compléter ça véritablement par une analyse un petit peu poussée grâce à ces outils, donc impôt.gouv et Etalab, gratuit. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez Etalab, vous avez le premier lien, c'est ultra simple à avoir accès.
Et là, par contre, vous allez avoir une analyse un petit peu plus poussée. Et effectivement, comme tu le disais, nous, on baigne dans ce milieu. On peut même se dire, tiens, dans cet immeuble, j'ai vendu 2 apparts. Voilà, j'ai déjà l'expérience, je sais un petit peu déjà où je mets les pieds. Alors maintenant, on va essayer de regarder d'un peu plus près tous les éléments à considérer lors d'une estimation. Alors, on a pour habitude de dire dans le métier qu'il y a un critère qui va déjà dominer tous les autres, peu importe les autres critères d'état, si l'appart est en bon état, mauvais état, etc., qu'on verra par la suite. Mais il y a un critère, c'est l'emplacement géographique. On aura beau tourner le problème un petit peu dans tous les sens, l'emplacement, c'est sans nul doute le critère numéro 1. La situation géographique de votre bien, elle va jouer de manière très significative sur sa valeur. On le voit très bien. On sait, voilà, si on caricature un petit peu les choses, les plus beaux arrondissements de Paris, on sait que Paris sort de prix. On sait que le fin fond de la Creuse, voilà, a priori, ça sera un peu moins cher. Aix-les-Bains, on le sait maintenant, c'est un marché qui a énormément évolué. Et de base, Aix, voilà, on le sait maintenant, c'est une commune qui qui commence à valoir un prix quand même assez conséquent. Mais même à l'intérieur d'une ville, d'un quartier, d'une rue, l'emplacement va être analysé jusqu'au bout du bout. À un angle de rue, ça peut tout changer. Vous êtes en angle de rue, vous donnez effectivement, sur un axe passant, il peut y avoir le bruit, etc. Ça sera pas pareil que si vous êtes 100 mètres plus bas, où là, vous êtes dans une petite impasse et vous êtes au calme. Donc, l'emplacement va vraiment varier votre prix. D'un quartier à un autre, d'une rue à un autre, les prix au mètre carré peuvent radicalement évoluer. L'environnement immédiat, ça va de pair également, un petit peu avec ce critère. Là, le maître mot, c'est d'être objectif. Nous, ce qui est toujours marrant, c'est quand on arrive sur le balcon d'un appartement, la terrasse d'un appartement, le jardin d'une maison, et qu'est-ce qui va nous sauter aux yeux ou aux oreilles? C'est déjà un petit peu les nuisances. Et quand on dit d'être objectif, souvent, quand on a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus dans un environnement, on a quand même tendance à s'habituer à cette nuisance. Et c'est pas parce que vous êtes habitué aux nuisances qu'elles n'existent pas. Et après, alors c'est qui tout double, hein. Soit les gens sont objectifs et disent oui, effectivement, chez moi, il y a quand même une nuisance, ou alors que ce soit de la mauvaise foi ou de la bonne foi, soit parce qu'ils sont trop habitués, soit... Ce qui est marrant, c'est que des fois, les clients vendeurs pensent que c'est nous qui allons acheter les biens, alors que nous, on n'est pas là pour l'acheter, on est là pour les conseiller et valoriser au mieux et les conseiller. Et c'est de leur dire, vous voyez, les clients vont arriver, aujourd'hui, ça saute au bruit qu'il y a du bruit, l'acquéreur, il est pas sourd, quoi, il va venir, voilà. Par contre, si c'est calme, tout de suite, on va mettre ça également en avant. Et à contrario, le calme sera valorisé, la vue dégagée, l'absence de vis-à-vis, la proximité des commerces, des écoles, des transports, tout ça, ça va être pris et étudié. Et on pondérera en positif ou en négatif tous ces points qui rentrent effectivement dans l'emplacement géographique. On imagine bien, par exemple, on a des demandes, vous en doutez, par rapport également à l'âge. Plus la personne sera âgée, plus elle va nous dire, écoutez, j'adorerais mon appart ou ma maison, mais voilà, j'ai plus envie de prendre la voiture, j'ai envie d'aller au marché à pied. Donc le centre-ville aura un intérêt pour ça. On enchaîne un deuxième petit critère avant notre petite coupure musicale. La question de la superficie, c'est quand même une question. C'est quand même une question clé. Une question clé également. Alors, ça peut paraître un peu simple comme ça, mais en fait, c'est pas une question qui est si évidente que ça. Ça va jouer évidemment sur la valeur de votre bien immobilier. Hein. C'est le premier critère, je dirais, qui va être pris en compte, c'est effectivement d'avoir la superficie de l'appartement ou de la maison, et puis de dire voilà, sur un prix moyen au mètre carré, ça nous donnera déjà une première idée. Mais évidemment que si vous avez un prix au mètre carré moyen qui est de 3 000 € sur un appartement qui fait 40 mètres carrés, vous n'allez pas pouvoir le multiplier sur une maison qui fait 300 mètres carrés, parce qu'on arrivera à des prix qui sont complètement incohérents avec les prix du marché, et donc c'est là qu'on intervient. Donc la superficie, on va dire celle qui est peut-être la plus connue de tous, hein, la superficie dite loi Carrez. Donc la Carrez, c'est quoi? C'est une surface qui va s'appliquer uniquement sur tous les biens qui sont mis en copropriété. Donc ça concerne essentiellement les appartements, mais pas que, hein. Vous pouvez avoir aussi des maisons ou des granges, des corps de ferme qui ont été mis en copropriété. Donc cette surface, elle va prendre en compte toutes les surfaces de plancher qui vont être clos et couverts, et dont la hauteur va être au-delà d'1,80 m. Tout ce qui est en dessous ne sera pas comptabilisé. Donc après, sur cette surface, on va déduire également toutes les surfaces qui vont être occupées, notamment par les murs, par les cloisons, par les marches, par les gaines, par les cages d'escalier et tout ce qui est embrasure de fenêtre. Voilà. Donc ça, on arrive à une superficie dite loi Carrez. Donc il faut savoir que de toute manière, il y a un diagnostic de surface obligatoire, hein, pour les copropriétés.
copropriété. Donc, il sera demandé par le notaire et ou par le client aujourd'hui qui voudra se renseigner quand même sur la surface qu'il achète quand les biens sont mis en copropriété. Ensuite, on va avoir une deuxième surface qui est une surface dite utile, donc SU, qui est une surface habitable du logement et qui sera augmentée de toute la surface des annexes. Donc c'est défini par un arrêté ministériel et en fait ces annexes elles vont rentrer dans le calcul de la surface utile et on va ce qu'on appelle faire des pondérations. Donc évidemment vous n'allez pas vivre sur votre balcon ou dans votre grenier, mais c'est une surface qui va quand même être valorisée sur les estimations. Donc tout ce qu'on appelle surface annexe, concerner notamment les caves, les sous-sols, les combles, les greniers aménageables. On va avoir aussi les remises, les ateliers, les balcons, comme on le disait, les terrasses, les loggias et tout ce qui est cellier. Voilà, tout ce qui est cellier qui vont être externes. Tout ce qui est partie privative, ça appartient à votre lot ou à votre maison, mais effectivement, on va pas considérer ça comme habitable. Par contre, cette surface, elle est là, donc elle est valorisée, comme tu le disais, pondérée généralement à moitié par rapport à l'indice premier. C'est ça. Donc l'intérêt, c'est d'étudier correctement la surface de son logement et de valoriser chaque partie, évidemment, hein, puisque encore une fois, là, on entend souvent sur le terrain des exemples de clients vendeurs qui nous disent oui, mais alors moi j'ai mon voisin, il a vendu sa maison à tel prix, c'est à peu près la même superficie, etc. Et donc je pense que je peux la vendre à peu près le même prix. Alors c'est assez marrant parce que, enfin c'est marrant. Il faut faire preuve quand même beaucoup de pédagogie dans cet aspect-là parce que on se rend compte qu'effectivement il va falloir expliquer que le terrain n'est pas forcément le même, que la maison n'est pas la même, qu'il y a peut-être une véranda qui est neuve. Peut-être que la maison est plus récente, peut-être que le sous-sol est un sous-sol complet, que notre client vendeur a un sous-sol qui fait peut-être que 20 mètres carrés, etc. Donc, toutes ces annexes vont être quand même un point assez essentiel pour l'estimation. D'où l'intérêt, encore une fois, de passer par des professionnels qui vont pouvoir vous aiguiller au mieux sur l'estimation de votre bien. Et puis juste avant la petite coupure, sur les maisons, ce qui est intéressant, c'est que autant les appartements, il n'y a pas trop de débat, la superficie, les gens ont bien compris, voilà, c'est à l'intérieur, surface carrée, etc. Les maisons, souvent, on nous dit, tiens, ma maison fait 200 mètres carrés. Ouais, non, votre maison, elle fait 130 mètres carrés, et vous avez effectivement un garage attenant, vous avez, voilà. Il y a des fois des petites confusions un petit peu dans les maisons où, cette loi de superficie n'est pas obligatoire pour les maisons. Ça s'argumente. Moi, je suis un peu mitigé. Je me dis, pourquoi pas finalement de mettre une surface qui reste pour les maisons, qui n'imputera pas la surface habitable, mais quand même qui donnerait quand même une idée aussi de cette superficie. Écoutez, on part en pause musicale avec une nouvelle dédicace pour l'équipe de France, puisque on part avec Gala, Free From Desire, et on n'oublie pas dimanche à 16h les copains. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RD Immo Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Allez, nous sommes de retour pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, toujours sur les ondes de Radio Grand Lac 92.1, toujours avec Sarah Ficcarelli qui m'accompagne pour cette spéciale Tout savoir sur les estimations immobilières. Et on enchaîne tout de suite avec, on était quels critères nous prenons en compte pour faire ces estimations. Donc on enchaîne tout de suite avec le facteur de l'habitabilité. Alors, c'est un facteur un petit peu abstrait, il n'y a pas vraiment là de règles d'usage, c'est un peu le bon sens qui va s'appliquer, dans le sens où est-ce que votre appartement, votre maison, est-ce que l'espace est optimisé? Pour essayer de vous imager la chose, on voit au niveau des standards de construction que les promoteurs ont évolué avec le temps, que les immeubles début siècle, après-guerre et d'aujourd'hui, ont pas la même distribution, pas les mêmes volumes de pièces. Aujourd'hui, on est plutôt dans le sans cloison. On essaye de décloisonner, de pas avoir des grands couloirs qui desservent des pièces. En gros, de pas avoir de la surface entre guillemets perdue. Vous pouvez avoir 2 appartements de 100 mètres carrés et nous-mêmes, on constate assez souvent quand on les visite, on se dit tiens, ça paraît pas très grand. En fait, parce que c'est tellement cloisonné de pièces en enfilade qu'on se dit tiens, c'est un peu, on sent un peu à l'étroit, c'est un peu étouffant. Alors que vous visitez un appartement de 100 mètres carrés qui est complètement ouvert. Je m'entends quand je dis ça, mais avec peu de place perdue, peu de couloirs, vous avez une impression de grandeur qui est supérieure. Donc, tous ces critères-là vont être importants parce qu'on aura tendance à raisonner en prix au mètre carré, mais ce raisonnement de prix au mètre carré,
on voit les limites de ce raisonnement. Un prix au mètre carré, pour nous, ça veut tout et rien dire. C'est un indice. C'est sûr qu'on sait qu'Aix-les-Bains, c'est pas 2000 le mètre. On sait que c'est pas 15 000 le mètre. Mais qu'est-ce qui va faire que cet appartement, tiens, on va le coter 3000? Qu'est-ce qui fait que celui-ci, on va le coter 5000? C'est un petit peu, en partie, cette habitabilité qui va être considérée. Encore une fois, voilà, il n'y a pas de règle. C'est un petit peu le bon sens. Certains logements sont plus petits, mais leur distribution font ressortir un sentiment général d'espace plus important. Donc vous allez vous y sentir un petit peu mieux. Puis à la fin, on vous dira, tiens, celui-ci, il fait 90 mètres carrés. Ah bon? Pourtant, je cherchais 100 mètres carrés minimum, mais vous voyez, cet appart coche les cases et je m'y sens bien. La distribution, ça va être le facteur clé. Ça va jouer significativement sur sa valeur. La taille du séjour. Aujourd'hui, les tailles de séjour qu'on va nous demander, idéalement, on constate que les gens, ils aiment bien les séjours de 20 mètres carrés, c'est un peu fini, quoi. Pour des T3, T4, T5, on aime bien avoir à peu près 30 mètres carrés, sans parler de la cuisine, juste avoir une pièce, plutôt agréable. L'habitabilité, c'est aussi, est-ce que vous allez avoir des fenêtres dans les pièces d'eau? Est-ce que le WC va être séparé? Voilà, c'est tous ces petits détails qui vont être considérés et étudiés. Alors, le critère qui suit un peu dans cette logique-là, c'est l'état général. Forcément, vous me direz, un bien rénové ou pas, il y a quand même un impact, j'imagine, Sarah, sur sa valeur. Évidemment, un bien qui va être en super état, où vous avez une rénovation qui va être qui va être fait en totalité ou en partie, aura pas la même valeur, effectivement, un bien avec beaucoup de travaux à prévoir. Alors après, on va étudier évidemment pour les appartements plus la copropriété. Ça va être, je rejoins Romain, on est plutôt sur le bon sens, c'est-à-dire quand vous rentrez dans une copropriété, d'abord vous allez regarder, tout simplement. Donc ça va être l'aspect visuel, dans quel état est ma copropriété. Donc on va regarder évidemment les murs, on va regarder peut-être aussi à l'intérieur, peut-être les boîtes aux lettres, voir s'il y a des murs qui vont être dégradés, voir si c'est propre, s'il y a des fissures, visuellement dans quel état est ma copropriété. Donc évidemment sur des copropriétés qui vont être récentes, on aura moins de problématiques que sur des copropriétés qui datent un peu et où l'on sait que on peut avoir des charges qui vont être importantes. Donc ça impacte évidemment l'estimation. Alors sur les maisons, c'est un petit peu différent. On va regarder d'un peu plus près puisqu'on va être sur un bien qui peut être en général individuel. Donc, mais encore une fois, on va regarder en priorité l'aspect extérieur. Donc l'aspect extérieur, ça va être dans quel état sont mes murs de façade. Est-ce qu'il y a des fissures sur un crépi par exemple? Est-ce qu'il y a des coulées de saleté? Est-ce que on va avoir des fissures quelconques qui peuvent être marquées par le temps ou pas? On va regarder la toiture. Alors, la toiture, c'est un peu le gros point noir qui peut arriver sur une maison. Donc on va peut-être demander, c'est la première chose moi que je fais en tout cas sur mes estimations, c'est de demander la date de construction évidemment de la maison. Ça nous donnera déjà un peu le ton sur la construction de la toiture. Est-ce que c'est une toiture qui a été construite en même temps? Est-ce qu'elle a été rénovée depuis? Est-ce que la charpente a changé? Est-ce que il y a eu un retuilage? Est-ce peut-être que vous avez une toiture qui est un peu en mauvais état? Il y a un petit peu de mousse, donc est-ce que ça a été nettoyé depuis ou pas? Après, on va regarder aussi les tuiles. Est-ce qu'on est sur de la tuile classique? On peut être sur de la tuile béton, mais on peut aussi être sur des tuiles dites fibrociment. Fibrociment, c'est quand même des tuiles qui vont être amiantées, et donc là, on sait qu'on peut avoir un souci. Alors, un souci, je le mets quand même entre guillemets, parce que quand vous avez une toiture en fibrociment, même qu'elle soit amiantée, c'est pas gênant. Vous n'avez pas forcément de travaux à faire dessus. Par contre, à noter que le jour où vous devrez changer cette toiture, il y aura quand même un désamiantage à prendre en compte, et donc c'est un coût supplémentaire qu'il faudra ajouter. Donc ça, c'est des aspects qui sont assez importants. Tous ces éléments, ils vont venir d'évaluer ou au contraire survaluer votre bien. Si on a une toiture qui a été complètement restaurée avec une charpente qui a été changée et un retuilage, évidemment, on va pouvoir le valoriser d'autant plus. Qui plus est sur des années où on sait que le coût des travaux a augmenté, ça fait peur un petit peu à tout le monde. Donc c'est certain que dans un sens comme dans un autre, il y aura une moins-value, une plus-value évidente sur la valorisation finale. Tout à fait. Alors le deuxième point qui est assez important, qui concernera essentiellement les maisons, c'est la nature et l'état du mode d'assainissement. Alors si vous êtes au tout à l'égout, j'ai envie de vous dire, vous évitez quand même 90% des problèmes majeurs. La question se pose pas trop. Par contre, si vous faites état d'un assainissement individuel, comme une fosse septique par exemple, il va falloir considérer de voir si elle est aux normes ou pas. Donc pour ça, vous allez
dans le cadre d'une vente, demander un diagnostic de votre fosse, tout simplement. Donc ça va être établi par le SPANC. Donc le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif, qui vous dira tout simplement si votre assainissement est aux normes ou pas. Alors, sur des maisons un petit peu anciennes, il y a quand même fort à parier que votre assainissement n'est pas aux normes, malheureusement. Si vous l'avez pas fait dans les 5 ans qui suivent, voilà. Il y a pas trop de doute en général. Donc c'est vrai que si vous avez un assainissement qui n'est pas aux normes, il va falloir prévoir une enveloppe qui peut être assez conséquente. Alors au minimum, vraiment le strict minimum, on va dire pour changer une fosse, ça va être 5 à 8 000 euros environ. Et ça peut grimper à 15 voire 20 000 euros en fonction en fait de la taille de votre logement et de ce que vous allez prévoir. Donc ça c'est aussi un critère qui va être pris en considération pour un futur acquéreur évidemment. Et nous on va le prendre d'emblée en compte pour l'estimation, puisque si vous avez un changement de fosse, faut prévoir quand même 10-15 000 euros en moyenne, et donc ça va venir d'évaluer votre bien. Tout à fait, sachant le vendeur n'a pas l'obligation de la mettre aux normes pour la vendre. Par contre, l'acquéreur, en fait, dès que la maison subit un transfert de propriété, là on déclenche un délai, et sur le papier, la loi nous dit que l'acquéreur aura 1 an pour se mettre en conformité. Alors après, dans les faits, c'est pas non plus toujours ultra systématique, mais sur le principe, on vous impose quand même de dire, ok, monsieur, vous venez d'acheter cette maison, vous avez 1 an pour préparer ça. Donc nous, effectivement, généralement, on prépare les devis et on va pondérer un peu, forcément, cet aspect par rapport à cette valorisation. Ok. Moi, j'ajouterais juste un petit truc, c'est sur les copros, c'est pas parce que les travaux sont pas votés qu'ils ne viendront pas. Aussi, certains propriétaires nous disent, écoutez, oui, l'immeuble est en état moyen, mais voyez, on va éplucher les PV d'AG, et on va se dire, non, la toiture elle est pas à l'ordre du jour, ma façade est un peu pourrie, mais elle est pas à l'ordre du jour, certes. Mais pour combien de temps? Quand vous allez acheter, vos acheteurs, ils vont pas se dire, je viens là pour 1 an. Ils vont rester là, je crois que le délai de possession moyen en France, c'est 7 ou 8 ans. Donc, il y a quand même c'est quand même quelques années, on l'imagine bien, on change pas d'appartement tous les 4 matins. Donc, si, vous voyez, monsieur, dame, dans 5 ans, à mon avis, vous y couperez pas. Ou dans 10 ans, max, ça y sera. Donc, fatalement, ça aura un impact. Alors qu'au contrario, vous achetez dans une copro de, 2015, 2016, ou plus récent encore, on est relativement tranquille sur façade, étanchéité, toiture, et ça aussi, ça sera pris en compte. Donc pas toujours se fier non plus au PV d'AG. Là encore, comme on le disait tout à l'heure, le bon sens c'est vos yeux. Vos yeux sont votre meilleur ami. Vous voyez que la façade elle est pourrie, elle est pourrie. Il n'y a pas de, il y a pas de débat. Que ça soit marqué dans les papiers ou pas, on le constate tous. Et puis à noter aussi que en tant qu'acquéreur, on repense forcément aussi nous à une éventuelle revente. Donc évidemment, on se projette tous. Aujourd'hui, l'immobilier, on a tous quand même une connaissance assez accrue du marché, et donc forcément on va se projeter, même si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, mais sur une éventuelle revente. Donc si la toiture n'est pas à changer tout de suite et qu'elle est à changer dans 10 ans, vous aurez les mêmes problématiques face à vos futurs acheteurs qui se poseront les mêmes questions et votre bien sera dévalué. Donc c'est à prendre en compte, j'ai envie de vous dire, au tout début de la réflexion de l'estimation. On enchaîne avec un autre critère qui va jouer, c'est le type de logement. Alors la typologie d'un logement va jouer sur sa valeur. Généralement, et c'est plutôt vrai, plus c'est petit, plus c'est cher. Donc on pondérera à la baisse les prix au mètre carré au-delà d'une certaine surface. Tu le disais tout à l'heure, un 30 mètres carrés, on pourra pas, si on dit que ce 30 mètres carrés vaut 5 000 le mètre, une maison de 200 mètres carrés, sur le principe, ne suivra pas bêtement cette logique. Elle pourra valoir 5 000 le mètre carré, mais pas sur ce critère de surface. Généralement, passer 120 mètres carrés, on a toujours un indice pondérant à la baisse pour cette question de superficie. Le type de logement, ça va jouer parce que studio T2, on sait que ça vient à manquer. C'est pas des surfaces qui sont, c'est des surfaces qui sont recherchées pour tout un tas de raisons, pour l'investissement, pour l'aide des fiscs, pour des placements, pour nos curistes par exemple à Aix-les-Bains ou du Airbnb de manière générale, etc. Donc c'est des investissements qui plaisent aux Français, et les petites surfaces, se vendent à prix d'or un petit peu pour ces raisons-là. Et il y a aussi une vision de ces prix-là où on peut se dire tiens, moi j'ai 150 000 euros à placer. Pas mal de gens ont cette somme ou ces possibilités. Par contre, passer des sommes plus importantes, il y a moins de monde. Donc plus le produit est accessible, fatalement, plus son prix d'équilibre a tendance à grimper. C'est également pour ça que plus c'est petit, plus c'est cher. Un critère qui, nous ravit en tant qu'agent immobilier quand on a plaisir à visiter notamment maisons ou des jolies copropriétés, c'est l'extérieur qui, j'imagine, également doit jouer fatalement sur sa valeur.
Donc on rejoint là aussi ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On visite d'abord évidemment avec les yeux en priorité. Hein. Donc on se fait une idée, on va dire dans la première minute de visite. Donc c'est vrai que peut-être un conseil pour les propriétaires de maisons, c'est mettre en valeur les extérieurs, qui sont en général qui viennent dans un second plan hein, sur l'ordre des rénovations. Donc on s'attelle surtout à son intérieur pour le valoriser. L'extérieur est peut-être un peu laissé à l'abandon parfois, et c'est une erreur clairement, puisqu'elle va rentrer dans l'estimation que nous on va faire. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'agent immobilier, on se projette vraiment à la place de nos clients. Donc qu'est-ce qu'un client recherche, qu'est-ce qu'il va voir en arrivant. Et donc la première chose, c'est l'extérieur. Donc l'extérieur, ça peut être une maison avec une belle terrasse où on va pouvoir se projeter, manger peut-être une dizaine, inviter des amis, la famille, faire des barbecues l'été. On va peut-être mettre quelques transats pour vraiment pouvoir se projeter. Alors c'est sûr que vous avez un petit balcon, vous allez moins le valoriser sur l'estimation, mais un balcon peut quand même se mettre en valeur. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus significatif dans le cadre de maison. Si vous avez un terrain plat, par exemple, évidemment, si vous avez un beau terrain de 2000 mètres carrés, mais 90% est en pente, c'est un peu plus contraignant. Si vous avez un terrain qui est on peut faire de la luge. Voilà, on peut faire de la luge. Par contre, on peut toujours trouver des solutions, mais effectivement, ça sera pas les critères de recherche on va dire, du plus grand nombre. Après, si vous avez un terrain qui est clôturé, arboré aussi, hein, on a des chouettes terrains, on visite quand même des trucs assez sympas où vous avez beaucoup d'arbres fruitiers, vous avez des gens aussi qui prennent plaisir à faire des beaux jardins, et donc ça permet quand même de valoriser des belles parcelles. Un critère évidemment qui est le plus important dans la valorisation, si vous avez un terrain qui est constructible, forcément on parlera plus du tout du même prix. Hein. Si vous êtes en zone agricole, vous allez avoir un terrain qui est pas forcément très bien évalué, mais si vous avez un terrain constructible où on peut peut-être détacher une parcelle ou peut-être construire un autre bien, évidemment que ça va complètement changer. Donc ça, c'est notre métier aussi de regarder vraiment le PLU, donc le plan local d'urbanisme, qui va nous permettre de déterminer si une zone est constructible ou pas, et qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Voilà. Est-ce qu'on peut construire une piscine? Est-ce qu'on peut envisager un parking? Est-ce que il y a plein de questions que peuvent nous poser nos acquéreurs. Il y a aussi un autre critère, c'est le vis-à-vis. Alors ça, forcément, tout le monde aimerait avoir une maison sans vis-à-vis, un terrain plat, arboré, constructible. Voilà, ça c'est un peu l'évidence. Mais par contre, le vis-à-vis, c'est pareil. Alors ça peut être une gêne, mais qui peut être occultée. On peut par exemple mettre des arbres dits persistants, hein, qui perdent pas leurs feuilles toute l'année, qui permettent de se cacher un peu des voisins. On peut mettre des clôtures, des canisses, des choses qui vont permettre un peu de se clôturer, on va dire, un peu plus chez soi pour trouver l'intimité. Donc voilà, mais tous ces critères-là vont clairement rentrer en compte dans nos estimations. Et surtout, ça va à la fin peut-être faire comprendre aux propriétaires que oui, votre maison vaut peut-être 100 000 de plus que celle de votre voisin, vous y attendez peut-être pas. Et à contrario, non, votre maison vaut peut-être 100 000 euros de moins que celle de votre voisin parce que lui avait effectivement misé à fond sur l'extérieur et il avait fait des frais importants sur ça. Et c'est là un petit peu, on parlait des outils en tout début en introduction. C'est des données, c'est des données, c'est de la data. Et la data remplacera pas une expérience terrain et de se dire cette villa elle est vraiment magnifique. On s'attendait pas à ça. La personne nous a appelé, j'ai une maison 130 mètres carrés. Voilà, si on s'arrête à des chiffres, à des données brutes, ça reflètera jamais la réalité d'un produit. Et encore une fois, ces indices de prix au mètre carré, de surface, sont un peu des faux amis. Un critère qui rentre en compte, alors pas de manière massive, mais qui va quand même être considéré, c'est tout ce qui va se rapporter au coût de propriété. On parle souvent vous avez acheté un bien, mais après il y a tout ce qui en découle, les charges de copropriété, la taxe foncière, etc. Dans certaines copros, en l'occurrence c'est un petit peu plus visé sur les immeubles, fatalement vous allez avoir des copropriétés qui vont être plus coûteuses que d'autres. Pourquoi? Parce que système de chauffage un peu ancien, donc des factures un peu élevées. Plus votre copropriété aura d'options entre guillemets, on en a quelques-unes à Aix-les-Bains avec des piscines, des tennis, etc. Fatalement on n'est plus à 150 euros par mois, des fois on passe à 300, 400. Donc ça également, l'acquéreur va se dire l'appart me plaît. Par contre, je suis pas encore passé par la case banque et vous me dites déjà que l'appart coûte 500 euros par mois. Donc c'est aussi des choses qui peuvent freiner et qui doivent être un petit peu considérées. Le côté faible charge de copropriété, un peu à double tranchant. Parce que vous avez des faibles charges, mais ça indique qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans votre copro. Vous êtes peut-être, 7, 8, 10.
Et là, à contrario, quand la façade va devoir être refaite, quand la toiture devra être refaite, vous serez moins de monde à payer. Et ça aussi, on va quand même considérer que la quote-part sera plus importante. De facto, votre bien, c'est pas des grosses baisses, mais voilà, peut-être quelques pourcentages en moins sur un équivalent plus imposant en immeuble. Alors, 2 petits points pour finir. Les agréments généraux, alors là aussi un peu abstrait comme concept, mais sur des choses quand même factuelles, je te lance par exemple là-dessus sur la présence ou non de climatisation. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus donc forcément ça va jouer un petit peu aussi. Et forcément ça va jouer parce que aujourd'hui on parle quand même du réchauffement climatique à tour de bras, donc on est dans des régions qui malgré tout ont subi aussi nous ce réchauffement climatique. On a des étés qui sont très très chauds et aujourd'hui la climatisation ça devient vraiment un sujet, tous les étés on en parle et donc c'est vrai que quand vous rentrez dans une maison où vous avez la climatisation qui a été mise, du coup c'est quand même un point positif. Vous avez d'autres choses après qui rentrent en ligne de compte, par exemple des brise-soleil qui vont être orientables pour amener un petit peu plus de lumière. Vous pouvez avoir une terrasse qui est vraiment exceptionnelle avec un point de vue absolument magnifique. Alors j'imagine vous avez une terrasse de 150 mètres carrés vue lac. On est sur des agréments qui vont être assez différents d'un bien classique. Vous avez peut-être fait une rénovation de qualité avec des matériaux qui vont être un peu recherchés par des clients qui y sont sensibles. Alors tout le monde n'est pas sensible, mais certains clients vont être sensibles à certains matériaux. Alors ça peut être, je sais pas, du travertin, du marbre au sol, ça peut être vous avez fait un béton ciré sur tout le sol de votre maison. C'est des choses un petit peu sympas. Vous avez mis de l'argent sur une belle cuisine haut de gamme, avec un vrai piano de cuisine. Pour celui qui aime cuisiner, ça va forcément impacter. Il y a beaucoup de possibilités pour rendre un bien attrayant et pour toucher peut-être une clientèle qui va faire que votre bien va être un petit peu au-dessus du marché, on va dire sur des prix moyens. Donc chaque logement, bien sûr, va être différent. Il existe beaucoup de logements un peu plus classiques, un peu plus courants. Donc là, on va pouvoir se baser vraiment sur un prix de marché, on va dire moyen, tout simplement. Mais il y en a certains qui sont plus particuliers. On en a visité des chouettes, des trucs assez sympas qui ont vraiment quelque chose de spécial, un truc un peu unique qu'on ne trouve pas. Et donc là, vous êtes complètement en dehors des prix du marché. Vous avez aussi une clientèle pour ça. Je pense que Romain, toi, t'as pas mal d'exemples à nous donner. Bien sûr, sur c'est cette typologie de bien. La rareté, c'est vrai que la rareté ou le côté atypique d'un bien. Ce qui est marrant dans notre métier, c'est qu'on peut passer, on a l'expérience, moi par exemple, ça fait, j'attaque ma 18e année, donc estimer des biens, j'en ai estimé quelques-uns. Quelque chose de classique, ça va me prendre un quart d'heure. Mais ça m'aura pris, 10 ans que ça me prenne un quart d'heure. Je précise, que c'est pas forcément simple, mais il y a pas trop de sujets, c'est des choses qu'on voit tous les jours, on maîtrise. Mais effectivement, dès qu'on a quelques originalités, dès que c'est un peu particulier, on peut passer, plusieurs heures. On a échangé une estimation il n'y a pas longtemps. On a passé peut-être, tout condensé, peut-être 7-8 heures à trouver le fichu prix de cette maison. Et parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. La rareté va également peut faire exploser les prix. Aix-les-Bains, c'est un exemple typique. Vous avez vraiment un marché dans le marché bord de lac. C'est-à-dire que pour vous situer du petit port au grand port, vous avez quelques résidences. Heureusement ou malheureusement, mais on va dire malheureusement pour nous parce que ça devient inaccessible, les prix sont démentiels parce que vous avez très peu d'appartements qui sont disponibles. Tu précisais tout à l'heure des terrasses, des belles terrasses vue lac, il n'y en a pas des masses. Proximité du lac ajouté à ça, c'est pas simple. Nous à l'agence au port, donc on est au grand port, résidence Les Belles Rives. Résidence Les Belles Rives, c'est une résidence qui est pas plus sexy que ça, c'est une résidence qui a pas peu d'intérêt, je dirais, hormis son emplacement fantastique. Et les appartements se vendent à prix d'or. Un T2, T3 se vendra peut-être pas le double, mais pas loin qu'un appartement équivalent sur Aix. Donc la rareté, oui, ça c'est également un critère à prendre en considération. C'est vous voulez le top emplacement, la top vue, vous voulez le top truc qui existe pas beaucoup, qui est très rare sur le marché. Malheureusement, vous allez le payer. Ça va vous coûter un bras, comme on dit, et il y aura pas trop le choix. Alors en conclusion, vous l'avez compris, c'est pas si simple. Il y a quand même énormément de critères, de facteurs à prendre en considération. Ça demande à la fois de l'expérience, une analyse de marché, une analyse de données, du bon sens. L'immobilier, comme je dis souvent, c'est pas une science. C'est pas des maths, c'est pas de la chimie. Il y a quand même de l'humain derrière, avec tout le sentiment, tous les motifs qu'on peut également avoir dans ces dossiers. Donc c'est de prendre le temps et de vraiment se poser les bonnes questions et de ne pas laisser des critères de côté. Qu'on se prendra dans la figure quand votre bien sera en vente. Si on n'a pas anticipé, alors je prends des exemples
bête pour imager la chose, mais oui, bah votre toiture est à refaire. Si on l'a pas considéré, l'acquéreur, la première chose qu'il va nous demander, c'est attendez, votre toiture là m'a l'air un peu bancale. Est-ce que vous êtes sûr que le bien il vaut ce prix-là, quoi, considérant ça. Donc c'est pour ça que tout ça faut bien l'anticiper. Et voilà, on se donne du mal, on met du cœur à l'ouvrage pour vous fournir des estimations qui, on le rappelle, maintenant sont gratuites et sans engagement, que ça soit valable pour nous, valable pour nos confrères. Donc si vous avez un doute, si vous avez un besoin, on l'a vu, un projet de vente, donation, ou simplement voilà, vous voulez faire le point sur votre patrimoine, n'hésitez pas. Vous trouverez toujours un agent immobilier heureux de découvrir une histoire, un produit et surtout, si vous avez une belle maison, appelez-nous, on sera content de la visiter. Surtout si vous avez une belle maison, appelez-nous. Ou des maisons problématiques. Moi, je suis fan, j'aime bien les trucs foireux, comme on dit entre guillemets, les trucs tout cabossés, ça me plaît bien. C'est aussi des produits où souvent on peut s'imaginer plein de choses et des fois il y a des petites pépites dans des choses un petit peu à l'abandon, quoi. Et ça aussi, c'est très plaisant. Bah écoute, merci beaucoup Sarah pour cette première expérience sur la radio. Tu t'en sors comme un chef. C'est gentil. Je vois Jean-Pierre à la technique, t'as regardé, il a 2 doigts de me dire bon Romain, on a trouvé une remplaçante. Super, t'es pas sympa Jean-Pierre, hein. Il va quand même nous dire un petit mot, le petit Jean-Pierre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Romain? Oui, nous avons trouvé une très bonne intervenante ce matin avec ce sourire qui s'entendait à l'antenne, bien sûr, Romain. Mais pour nous, tu es irremplaçable. Ah, merci Jean-Pierre, merci. Ouf. Zut, alors je suis déçue. Mais tu reviendras avec grand plaisir. Ça peut être un duo, ça peut être un duo. Pourquoi pas. Bon, bah écoutez, en tout cas, restez sur les antennes de Radio Grand Lac. Dans quelques minutes, le flash info de Maxime. Et puis on enchaîne avec, à midi pile, je crois, Sandrine, La Nature et vous. Si je dis pas de bêtises, Jean-Pierre, c'est bien ça? Pardon, étant donné que le flash info est à midi pile, donc c'est juste après le flash info de Maxime, c'est Sandrine avec La Nature et vous. Elle va nous parler aujourd'hui de permaculture avec un spécialiste. Et c'est cette émission qui nous rapproche de la nature et ça fait toujours du bien. Super, bah écoutez. Voilà. Bonne journée à tous et bonne fête de fin d'année. On se reparlera pas d'ici. On se retrouve début d'année, nous, pour une prochaine Les Murmures du Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.